Cet après-midi, l'objectif c'était peut-être de parler un peu plus business. Voilà, et de commencer dans certaines réflexions avec mes collègues ici sur d'abord un contexte de marché qui, comme on peut le voir, est quand même assez compliqué et peut-être difficile pour les gérants de fortune indépendants. On a quand même des marchés boursiers qui sont assez hauts. On a tout ce qui est fixed income plutôt bas, des intérêts négatifs qui ne sont pas toujours très simples à gérer, en tout cas au niveau de la trésorerie des gérants de fortune. Un engouement pour des nouveaux produits, notamment tout ce qui est private equity, tout ce qui est thématiques diverses sur des produits structurés. On a effectivement également les nouvelles normes ESG qui sont très tendances en ce moment sur le marché. Donc, on voit qu'on a quand même sur le plan business, pour le gérant, un marché qui est beaucoup plus compliqué, beaucoup plus compétitif. Et je ne parle même pas du reste du contexte qu'on a évoqué ce matin, à savoir la digitalisation, la réglementation, etc. Donc peut-être, j'aimerais commencer avec une première question à Christophe. Donc dans le cadre de cette grande compétitivité des acteurs du marché, et on le voit à un niveau local, mais également à un niveau international, entre les GFI, mais également entre les banques partenaires, on voit que finalement, dans ce contexte-là, le client, il est toujours le roi, et le gérant, il reste toujours son homme de confiance. Donc, quel est un peu votre constat par rapport à cette dimension de compétitivité que l'on voit aujourd'hui sur le marché, Christophe? Merci Philippe. Alors oui, je pense que vous avez dit le bon mot, c'est compétitivité. Après, c'est pas un phénomène qui est nouveau et je pense que la place financière dans son ensemble et les GFI en particulier ont montré que through the cycle, ils étaient quand même très très capables et de s'adapter et d'anticiper et in fine de délivrer toujours une value proposition de qualité. Je pense que tout ce qu'on a dit ce matin qui va clairement dans le sens de la pérennité de ce marché, voire même de son extension, en atteste. Nous, ce qu'on observe du point de vue banquier, c'est qu'il y a de plus en plus d'intervenants autour du client. Je pense que les workshops de ce matin ont été assez éloquents de ce point de vue. Il y a beaucoup de sociétés qui interviennent sur des niches, sur des spécialités, sur des expertises. Parce qu'aujourd'hui, on fait le constat que certainement pas les banques, mais non plus les autres intervenants ne savent tout sur tout et surtout au bon moment. Donc on a de plus en plus d'experts qui interviennent sur des éléments assez niches. Bon, c'est quelque chose que d'autres secteurs ont connu il y a très très longtemps, hein, c'est l'intermédiation. Ça se fait par cycle, donc on verra combien de temps dure ce cycle, mais on voit clairement que l'intermédiation est bien là et que pour l'instant, elle s'installe. Donc c'est vrai que le client est d'autant plus roi que tout le monde le courtise, et c'est vrai que dans cette situation-là, le GFI est plus que jamais l'expert qui doit, comme le disait ce matin un de mes confrères, gérer la complexité qui se pose au client final, qui lui n'en veut pas, indépendamment des facteurs qu'il peut y avoir autour de lui. Donc c'est effectivement un homme d'orchestre ou une femme d'orchestre extrêmement important et qui apporte de la valeur. Donc dans ce contexte-là, pour répondre à la deuxième partie de la question, c'est vrai que c'est de plus en plus compliqué d'arriver avec des choses innovantes, et surtout le time to market est très important, encore une fois, parce qu'il faut avoir la bonne solution au bon moment et pas 3 mois plus tard, sinon c'est passé. Donc, c'est les aider à croître. On intervient régulièrement auprès des GFI qui sont dans des phases d'acquisition, dans des réponses de RFP, par exemple. Donc ça, c'est quelque chose qui est assez emblématique de ce qu'on vit depuis à peu près 18 à 24 mois. Ils nous challenge aussi et nous poussent à venir avec des offres de plus en plus innovantes. Il y a un thème dont on n'a pas forcément beaucoup parlé ce matin, on pourra en parler davantage, mais c'est la partie ESG. L'ESG, c'est encore beaucoup de travail de conviction, d'explication, parce que je pense que c'est une thématique qui, certes, est d'avenir et porteuse, mais qui doit encore démontrer pratiquement son utilité à tout un chacun. Donc ce sont l'accompagnement dans l'acquisition, la défense du fonds de commerce, l'apport de solutions à valeur ajoutée, c'est-à-dire des offres plus innovantes qu'on ne faisait pas avant et qu'on crée parce que c'est le besoin exprimé par le GFI et par son client final. C'est un petit peu autour de cette thématique-là qu'on essaie de les accompagner. Merci Christophe. Peut-être, j'aimerais bien avoir un feedback de Pierre sur ce constat également, par rapport à ce que vient de dire Christophe. Est-ce que tu partages la même chose, ou est-ce que toi, tu as une vision peut-être un peu différente
Oui, je partage la vision évidemment de Christophe. Peut-être dans l'approche que nous allons avoir avec Crédit Agricole Indosuez, si je vais retenir 3 mots dans la question, c'est le client est roi, on le sait, on est là pour le servir. L'homme de confiance, le GFI. Donc la confiance, ce n'est pas quelque chose qui est donné, qui est acquis. Elle se construit, elle se maintient. Donc nous, normalement, on va essayer d'accompagner le GFI à évidemment construire et maintenir ce degré de confiance élevé. Et là, pour cet accompagnement, qu'est-ce que nous allons faire? Forcément, c'est chercher la complémentarité. La complémentarité pour aller servir ce client final, que ce soit par des offres différenciées. On a parlé de gestion d'actifs, on n'a pas peut-être suffisamment parlé de gestion de passifs. Donc on va accompagner également les clients et le GFI dans des offres de financement qui peuvent être plus spécialisées. Donc on va à tout moment aller chercher cette complémentarité. Donc ça c'est pour la gestion de passifs. On va aussi aller vers des classes d'actifs qui sont plus particulières. On va aller travailler avec les GFI au niveau des private equity, on va chercher à monter des fonds dédiés de private equity pour les GFI. Donc c'est vraiment chercher un accompagnement complémentaire avec le GFI pour maintenir et renforcer la confiance du client. Merci beaucoup Pierre. Peut-être une déclinaison de ce qu'on vient de dire pour Alessandro. Dans ce cas-là, finalement, est-ce que vous, à l'UBS, vous avez des approches différentes selon, par exemple, les caractéristiques propres du gérant, par exemple, selon la taille des actifs qu'il gère ou l'origine de sa clientèle, ou même le type de gestion, puisqu'on sait que c'est toutes sortes de particularités propres au monde des gérants de fortune. Donc, est-ce que vous, à UBS, vous avez une approche différente par rapport à ce qui vient d'être dit? Alors oui, tout à fait. Et ce n'est pas nouveau. En fait, chez UBS Global Financial Services, on a une approche qui est différenciée depuis 2010 maintenant. C'est-à-dire qu'on a toujours cru à offrir une palette de produits et de services qui étaient adaptés aux GFI et à leurs clients. On a créé donc en 2010 une segmentation qui est définie par 3 équipes. On a Global Financial Services, qu'on appelle GFS, qui est notre première offre. On a l'offre traditionnelle et l'offre institutionnelle. Et finalement, à l'origine, c'est vrai, ces offres étaient basées sur les avoirs sous gestion. Mais de plus en plus, on s'est intéressé à la complexité du portefeuille de clients et du style de gestion. Donc, pour rentrer un petit peu dans le détail et très rapidement, la première offre GFS est une offre destinée à une clientèle plutôt simple. On a peu de complexité dans le portefeuille client, on a peu de PEP, on a peu de pays sensibles, on a peu de secteurs sensibles. On a une gestion plutôt traditionnelle, c'est-à-dire facile à exécuter, sans besoin de conseils réels de la part de la banque, où finalement on offre une plateforme informatique qui est très performante et on se concentre sur un service rapide et fiable. Donc ces gérants indépendants, généralement, avec nous, ont 30 millions sous gestion, voire moins, mais parfois plus aussi. Tout dépend, encore une fois, des besoins. Si on prend l'offre intermédiaire maintenant, qui est l'offre traditionnelle, et en fait, ce sont pour les GFI de plus grande taille, dans cette offre-là, bien sûr, on a une complexité qui est plus importante, tant au niveau de la clientèle que des besoins de gestion. Et là, on apporte un accès à la table qui est uniquement dédié au GFI. Donc l'accès à la table advisory, mais aussi on accompagne ces GFI avec des personnes supplémentaires. On met à disposition ce qu'on appelle des relationship managers, donc des RM, qui tentent de faciliter la croissance des avoirs sous gestion auprès d'UBS. Et peut-être très rapidement pour la dernière offre qui reste notre phare, qui est l'offre institutionnelle. Finalement, on a les GFI les plus grands. On a là les GFI certainement les plus sophistiqués, qui ont un service sur mesure et qui est délivré par une équipe expérimentée. Là, à nouveau, bien sûr, on a accès à toute l'offre tradie, donc l'accès à la table, le RM, bien sûr, mais on ouvre vraiment l'accès aussi aux produits et services de tout le groupe UBS. Ok. Merci beaucoup, Alessandro. Peut-être toujours dans la déclinaison, première question à Cédric. On vient de parler là donc au niveau de l'UBS qu'ils ont des desks spécialisés. Hormis le desk GFI, Cédric, est-ce qu'il existe des services spécialisés au sein de ton établissement
pour accompagner justement le gérant aussi bien sur les démarches produits que services, voire même tout ce qui est réglementaire. Voilà, donc si tu peux peut-être nous donner un petit éclairage, et puis après ça m'intéressera d'avoir également le point de vue de tes collègues. Merci Cédric. Merci Philippe. Excusez-moi. Bonjour à toutes et à tous. Alors bon, c'est clair que depuis ce matin, on a parlé d'une préoccupation qu'est la LSFIN et la LEFIN. Moi, j'aimerais mettre l'accent aussi sur, on a parlé de normes tout à l'heure, et si je devais aujourd'hui, pour le groupe LGT, faire une différenciation, qu'est-ce qui nous différencie par rapport à d'autres personnes? C'est clairement, par exemple, une offre sur le SG, qui fait partie de l'ADN de la banque depuis plus de 15 ans. C'est quelque chose que, on ne parle pas seulement produit, mais vraiment toute l'infrastructure qui est mise en place aujourd'hui dans l'analyse. On sait tous que le nerf de la guerre, c'est les données. Donc nous, il est vrai qu'on reçoit beaucoup de données de différents providers. On met à disposition ensuite, quand on a ces données, on met à disposition des analystes, des spécialistes, qui ensuite viennent avec des propositions ou des solutions. Donc pour moi, c'est quelque chose, c'est un élément qui est très fort. Et il est vrai que le groupe, on se positionne là-dessus, on va se positionner de plus en plus là-dessus. Et je crois que dans le métier des tiers gérants, à part peut-être des solutions produits, il n'y a pas de réelle stratégie aujourd'hui qui est définie clairement là-dessus. Donc nous, on va venir avec cette offre-là, bien au niveau de la recherche, de l'analyse, du conseil et de solutions. Un autre axe peut-être qui est pour moi un peu des fois sous-estimé, si je regarde de nouveau LGT, on a différents booking centers. On a un booking center liechtensteinois, donc avec le passeport européen, et on a un booking center suisse. Si on regarde le book de nos clients représente environ 65 à 70% de clientèle européenne. Donc le reporting MiFID est quelque chose de très important. Donc clairement, on s'est également positionné sur ce marché-là. On peut bénéficier justement de notre petite sœur liechtensteinoise pour offrir depuis bientôt plus de 3 ans un package complet à nos tiers gérants concernant le reporting MiFID, qui ensuite se fait bien sûr sur demande, mais au Liechtenstein, de par la clientèle européenne qui est dans nos livres, se fait d'office. Donc clairement, je pense que là, il y a une différenciation, il y a des éléments importants à apporter et qui nous permettent peut-être de nous différencier et de répondre à certaines préoccupations que vous, tiers gérants, pouvez avoir sur certaines thématiques ou sur certains produits. Merci Cédric. Peut-être Pierre, chez Indosuez Wealth Management, est-ce que vous avez aussi comme ça des services spécialisés qui accompagnent le gérant ou c'est plutôt intégré au desk GFI? Il y a évidemment le service dédié au GFI, donc c'est l'accompagnement commercial, c'est la porte d'entrée. Donc ça, c'est quelque chose qui est bien identifié, qui est différencié dans le groupe. On a cette approche internationale avec évidemment le Booking Center qui peut être fait en Asie, qui peut être fait à Luxembourg, qui peut être fait à Monaco. Donc nous, on va aller s'enrichir de ces expériences qui sont internationales et pouvoir aussi les mettre en place au niveau suisse et avancer en tant que groupe dans les services des gérants de fortune indépendants. Maintenant, dans les services spécialisés, ça passe de l'accès direct à la salle, qui est un standard, qui est accessible pour tous les GFI, mais ça passe aussi par l'accès à notre capital market, qui est basé donc ici en Suisse pour le groupe, et ça pour un accès direct au GFI également. Donc on va pouvoir échanger avec nos tiers gérants, avec Capital Markets, un expert de marché. Donc ça, je pense que c'est une offre très différenciante et appréciée. Évidemment, après, toutes les capacités du groupe en termes de financement sont accessibles aux GFI et aux clients finaux. Il n'y a pas de différenciation de politique de crédit, ça c'est important à le savoir. Que ce soit un client via un intermédiaire ou un client direct, c'est quelque chose que nous allons pouvoir mettre en place également pour les clients finaux. Donc on va pouvoir mettre en place cette offre dédiée de crédit, et que ce soit au niveau suisse, mais aussi au niveau international, pour des financements qui ont une problématique internationale, évidemment. Merci Pierre. Christophe, tu veux rajouter quelque chose? Puis après, j'aurai une petite question pour vous les quatre en même temps.
Non, ce que vient de dire Pierre est important, c'est-à-dire qu'il y a une dimension évidemment locale, mais il y a une dimension aussi très internationale et qui le devient de plus en plus. Donc ce qui fait peut-être la force des banques, c'est aussi ce qui fait certainement leur talon d'Achille, c'est qu'on est gros, on est diversifié, mais on est très souvent complexe. Ce mot complexité il revient souvent et je pense qu'il faut le reconnaître et avoir l'humilité de le prendre comme tel, ça nous aidera à nous améliorer. Mais du coup, nous, on s'est organisé un tout petit peu différemment, c'est-à-dire que, comme le disait Pierre, nous, un client intermédiaire ou pas, c'est pas tellement de sujet. Nous, notre client, c'est le tiers gérant, et le tiers gérant, on l'approche un peu comme un corporate, c'est-à-dire il a des besoins et on le sert lui, et par-delà lui, effectivement, le client final. Mais notre client, c'est le tiers gérant. Ce que ça veut dire, c'est que le tiers gérant, il peut avoir des besoins d'asset management, il peut avoir des besoins d'accès à la table, comme le disait Alessandro, il peut avoir besoin d'assurance vie, il peut avoir besoin de plein de services sur du real estate parce qu'il est peut-être actif dans l'immobilier et il veut s'étendre dans telle ou telle géographie sur du commercial, du résidentiel. Et donc, du coup, le tiers gérant, il doit être servi comme on sert des corporates finalement au niveau investment banking. Donc, nous, on est organisé en coverage. Ce que ça veut dire, c'est qu'il y a un point d'entrée. Et après, pour répondre à la question initiale qui était finalement quels sont les autres services, c'est tout cet écosystème qui gravite autour et qui peut être actionné en tant que de besoin. Ok, super intéressant, merci beaucoup. J'avais, moi, une question, c'est-à-dire que quelque part, vous avez tous vos clients actuels, c'est clair qu'ils connaissent probablement très bien votre offre, mais quid du nouveau player qui vient sur le marché, qui démarre son activité, qui est un top guy qui a envie de faire plein de choses, tout ce qui se passe maintenant en tendance. Comment est-ce qu'il arrive à faire la part des choses, de savoir ce que offre UBS, ce que offre BNP Paribas, ce que offre Indosuez Wealth Management ou Julius Baer ou Crédit Suisse, etc. Est-ce qu'il doit concrètement s'amuser à vous contacter chacun d'entre vous pour étudier votre value proposition ? Ou est-ce qu'il y a un moyen différent pour finalement, quelque part, sonder un peu le marché et puis savoir qui est quand même très compétent sur tel produit ou tel domaine ou tel service? Christophe? Alors, la question est intéressante parce qu'en fait, elle se pose dans à peu près tous les segments dans lesquels les banques sont actives. Quand j'étais côté investment banking avant de rejoindre la banque privée, il y a une initiative qui avait été créée qui s'appelait les marketplaces. En fait, ce que ça permettait un petit peu comme auparavant, mais quand les marchands se regroupaient tous dans des sérails, c'était finalement de leur donner accès en fonction des besoins du client à la spécialité dont ils avaient besoin. C'est quelque chose qui a du mal à décoller, pour être très honnête. Je pense que c'est une vulnérabilité de ce segment où on le disait ce matin avec l'initiative Weekend. Cette initiative, elle est juste géniale. C'est, je pense, la première où, pour une fois, les banquiers s'assoient avec tous les autres stakeholders et co-construisent quelque chose. Et c'est vrai qu'en dehors de cette initiative-là, il y en a assez peu. Dans les matières premières, il y en a eu d'autres. Sur les fonds alternatifs, il y en a eu d'autres, mais assez peu là. Donc, moi, ce que j'observe aujourd'hui, c'est que ce new player dont tu parles, en fait, aujourd'hui, il fonctionne vraiment comme un corporate dans le sens où il compose un banking pool qui correspond aux besoins du client. Donc, il va chercher telle expertise chez telle banque, telle capacité chez telle autre. Et il est vraiment au cœur du dispositif. C'est un ou une vraie chef d'orchestre dans ce sens qu'il compose le pool bancaire idéal, chose que le client tout seul, il a peut-être plus de difficultés à faire. Ok, merci. Cédric, peut-être, tu veux rajouter quelque chose sur ce point-là? Alors, disons que pour moi, il sera obligé de faire un peu de shopping, clairement. Alors, il est vrai qu'on a des initiatives comme We Can Comply, il y a également Open Wealth aussi, qui gentiment se profile à l'horizon, qui sont des plateformes qui vont dans ce sens-là, qui vont avancer très vite. Mais je pense que des new players, comme tu l'as décrit là, auront cette obligation de faire un peu le tour des différentes banques dépositaires. Chaque banque dépositaire a ses forces. On n'est pas toutes égales, donc on a des offres différenciées. Tout à fait. Et Complémentaires. donc, clairement, complémentaires. Donc, c'est vrai qu'il devra passer par cet exercice-là pour son client. Ok. Pierre, tu veux rajouter quelque chose? Oui, je vais m'inscrire dans ce cadre-là. Effectivement, je pense qu'il y a une nécessité dans la construction d'un partenariat entre le tiers gérant et la banque pour construire cette confiance. Donc, il y a un échange qui, à un certain moment, doit avoir lieu. Évidemment, il y a le premier tour d'horizon qui est assez vite fait finalement parce que la place financière elle est importante mais elle n'est pas aussi vaste en termes de nom qu'on puisse le croire. Donc finalement, c'est un tour d'horizon qui peut être assez rapidement fait. Les approches sont effectivement
peuvent être faites de façon digitale. Aujourd'hui, dans certains RFP, on les voit arriver, mais ce n'est pas la norme aujourd'hui, en tout cas, dans le développement. Je pense que là-dessus, chaque banque va avoir son propre discours pour pouvoir justement répondre à la demande de ce nouveau tiers gérant. Alessandro, tu vas rajouter quelque chose là-dessus ou... Oui, peut-être dire que normalement, cette personne n'aura pas besoin de faire de shopping car on l'aura déjà contacté. Étant donné que dans les personnes qui travaillent chez nous, on a un business developer qui suit la création de nouvelles sociétés. Okay. Donc, on a une approche assez proactive par rapport à ça. Dans les personnes dédiées, on a effectivement une personne additionnelle qui s'occupe de cela. Au travers de l'offre que nous avons, c'est vrai qu'on a plutôt tendance à l'étoffer, je dois dire, dernièrement, ce qui devrait nous permettre de nous différencier. Et par exemple, on a déjà parlé de la table, finalement, et puis de ces personnes supplémentaires, mais il faudrait peut-être souligner aussi que notre infrastructure IT aussi bénéficie d'une équipe qui est dédiée au GFI chez nous. Donc, on tente aussi de continuer à développer notre infrastructure IT pour rester à la pointe dans ce domaine. Et puis, on en a passablement parlé aussi ce matin. Au niveau réglementaire, c'est vraiment quelque chose d'important, quelque chose qui gagne en complexité. On a une personne qui est dédiée aussi au GFI à ce niveau-là. Et je dois dire qu'on travaille beaucoup avec des partenariats chez UBS. Entre autres, avec le cabinet Gaze-Willer Weber Partner, on a fait des webinaires pour essayer de soutenir nos GFI et faire en sorte que justement ces dossiers pour obtenir la licence FINMA arrivent prochainement à bon port. Et effectivement, à ce niveau-là, peut-être encore un dernier point à souligner, on a des listes de providers externes, parce qu'on ne peut pas tout faire, malheureusement, ça a des coûts assez importants. Mais je dois dire qu'on a des listes de providers externes qu'on considère de grande qualité, dont certains qui sont ici aujourd'hui, et qu'on redirige tout simplement auprès de nos GFI selon les besoins. Merci beaucoup. Donc vous avez fait référence chacun à cet aspect de digitalisation. On en a aussi parlé ce matin, notamment dans le cadre des panels sur la blockchain, du projet We Can Comply, etc. Moi, j'avais une question par rapport à ça, parce que quelque part, on a vu, surtout avec la période Covid, quand même une accélération de la dimension digitale au niveau des banques dépositaires. Personnellement, je reste convaincu que la digitalisation apporte, à mon avis, de réels avantages aux gérants de fortune. Mais je me pose aussi la question de savoir si elle n'amène pas une certaine complexité également dans le cadre d'un contexte qui est déjà assez chargé pour eux, où ils ont quand même beaucoup de défis. Donc, quelque part, j'aurais bien aimé avoir votre vision par rapport à ça, par rapport à cette histoire d'enjeu de digitalisation. Et le fait qu'on est un peu à des vitesses différentes entre les banques qui ont quand même les moyens et qui mettent les moyens pour se digitaliser et le GFI qui peut-être de par sa taille, de par ses moyens financiers, ne peut pas aller aussi vite que le banquier. Comment est-ce que vous quelle solution, enfin quelle réponse vous apportez à cette question, Cédric? Alors, ce qui était impensable il y a encore 18 mois en arrière, je pense qu'on a démontré, aussi bien les banques partenaires que les tiers gérants, que la technologie elle est exponentielle, mais qu'on a su s'adapter en fait à cet environnement-là. Rien que nous, en interne, on a pu quand même maintenir une certaine interactivité, une proximité, alors que ce soit à travers les vidéoconférences, donc des moyens qui sont certes... Aujourd'hui, typiquement, on est tous réunis dans cette salle. C'est très agréable de se retrouver là. Mais je pense que c'est vrai qu'on a mis des moyens à disposition qui ont vraiment permis de créer cette proximité. Je vais prendre un exemple qui sort un peu du cadre du domaine bancaire. Rien que, par exemple, maintenant, depuis quelques mois, la résurgence, réservation d'une table dans un restaurant. Donc aujourd'hui, on n'a même plus besoin de prendre le téléphone. On va sur Internet, on clique, 3 clics, on a notre table qui est réservée, on reçoit une confirmation. On a les contraintes de temps, d'espace, on les a supprimées. Et je pense qu'aujourd'hui, les banques partenaires, on a travaillé activement ces derniers mois, mais ça ne fait pas depuis 18 mois qu'on travaille là-dessus, pour essayer de développer des outils performants. On s'est remis en question. On a parlé ce matin compliance, ouverture de compte, donc la nécessité d'avoir un processus efficient, donc d'avoir un système que l'on met à disposition. Donc typiquement, le groupe LGT est aujourd'hui en train de travailler sur une stratégie de mettre non content les ouvertures de compte à disposition, mais également la partie KYC. Alors, avec le désavantage qu'elle aide que dans un sens. Parce qu'il est vrai que
Nous, banques des partenaires, on fait encore un travail de fond et on devrait pouvoir, par la suite, échanger ce genre d'informations. Bon, il est vrai que maintenant, justement, avec des associations comme We Can Comply, c'est des éléments qui pourront justement être résolus à terme, donc c'est des éléments qui sont importants. Typiquement également, il a été mentionné ce matin dans un autre panel, documentation d'ouverture de compte, digitalisation des ouvertures, signature électronique. Donc aujourd'hui, ça, on va dans cette direction-là. La seule contrainte aujourd'hui, nothing fits all, c'est-à-dire qu'on a quand même des restrictions liées à des juridictions différentes qu'on va devoir, nous, banques partenaires, essayer de régler. Ensuite sur les contraintes, alors on a également mentionné, c'est un investissement, c'est un certain coût. Ensuite, le retour sur investissement, pour moi, il ne souffre d'aucune discussion. Je pense qu'aujourd'hui, on doit investir dans ces technologies-là, on doit faire preuve de résilience, aller dans cette direction, même si elle a un coût, mais ça nous permettra par la suite de gagner aussi en efficience et en efficacité. Merci Cédric. Est-ce que quelqu'un veut rajouter quelque chose sur la digitalisation ? Peut-être juste rappeler que les banques, contrairement à ce qu'elles ont peut-être pu penser pendant assez longtemps, on n'est pas des spécialistes ou des fournisseurs IT. C'est à vrai dire quelque chose qu'on ne fait pas très bien, même si on a des budgets importants pour le faire. Je ne suis pas certain du feedback et du retour utilisateur. Donc la réalité, c'est que peut-être pendant longtemps, on a voulu essayer d'imposer des formats parce que ça nous arrangeait bien, mais je pense qu'aujourd'hui, de fait, et parce qu'aussi c'est ce que nous disent les GFI, il faut plus qu'on soit dans l'adaptation à leurs contraintes plutôt que dans l'imposition des formats qui sont en général assez monobancaires et qui finalement ne conviennent pas forcément aux nouvelles contraintes qu'ils vivent. Donc nous, la première chose qu'il me semble qu'on leur doit, c'est surtout de les laisser libres de leur choix, de les accompagner quand ils le souhaitent. Et nous, on a eu plusieurs cas cette année où en fait un GFI nous a dit ben voilà, moi j'ai fait le choix de telle architecture, de tel outil. Comment est-ce qu'on peut s'interfacer, comment est-ce qu'on peut maximiser la partie STP par rapport aux échanges manuels, etc. Et dans certains cas, on a été aussi jusqu'à co-choisir avec eux quand c'était leur souhait, puisqu'on a quand même des ressources informatiques qui sont importantes et on a cette capacité à se dire ben, telle solution, elle présente tels avantages, c'est peut-être plutôt pour tel type de besoin, à contrario, d'autres sont à éviter. Donc on est sur la partie informatique qui représente une partie, évidemment, comme tout le monde, importante des budgets et des enjeux, plutôt dans la co-création que dans le design in-house de solutions qui, encore une fois, peuvent ou ne peuvent pas, dans certains cas, correspondre aux besoins des GFI. Merci beaucoup, Christophe. On a parlé produits, on a parlé outils, digitalisation. Un point qui, à mon avis, est très important aujourd'hui, c'est la performance. Optimiser ses performances dans le contexte financier actuel, à mon avis, ça reste un défi de tous les jours pour les gérants de fortune indépendants. On a pu voir sur les 15-20 dernières années l'offre produit, comment elle s'est démultipliée. Donc, quelque part, j'aimerais essayer d'avoir un peu de votre part, quel est, je veux dire, en quoi le partenaire bancaire peut-il être facteur de succès en matière de performance pour le gérant de fortune indépendant. Peut-être Alessandro ? Merci Philippe. Une question difficile, mais c'est pas évident, effectivement. Vous êtes tous des grands garçons ici, donc. Effectivement. Non, peut-être en préambule, il faut mentionner qu'effectivement, comme banque dépositaire, la responsabilité de la gestion et de la performance, elle reste chez le GFI, ça c'est évident. Et donc nous, on peut soutenir le GFI, mais toujours au niveau du portefeuille agrégé et jamais au niveau d'un client bien particulier. Cela dit, j'en ai déjà parlé, notre équipe advisory est très appréciée. On fournit finalement énormément de matériel et d'outils, que ce soit la recherche, que ce soit des webinaires qui sont délivrés par notre CIO, donc pour accompagner et puis pour échanger sur les différentes thématiques avec nos GFI. Après, bien sûr, ils ont accès à la totalité de l'offre et des produits que nous avons au niveau des GFI, mais nous tentons d'améliorer cette offre régulièrement. Dernièrement, on a ouvert par exemple l'accès au private market. Je pense que c'est quelque chose de très d'actualité. Ça reste bien sûr des produits niches, mais des produits qui gagnent de plus en plus d'intérêt auprès de notre clientèle. Et au fur et à mesure qu'on remarque des produits pertinents, vu l'environnement que nous avons, nous tentons d'élargir un peu cette offre justement pour que nous fournissons auprès de nos GFI.
D'un autre côté, et on en a pas mal parlé déjà aujourd'hui, tout ce qui est cadre réglementaire a aussi un impact sur la performance. C'est clair. Et là, on fournit des outils comme le Fund Finder, qui est un outil tout simple, qui permet en fait de s'assurer que selon le domicile du client, on a bien le bon fonds. Parce que là, on sait qu'une erreur faite au niveau du cadre réglementaire et puis de la sélection de produits pour certains clients peut avoir un impact direct sur la performance. Et puis, peut-être si je reviens rapidement sur la question avant, concernant les outils informatiques, là, je pense que c'est peut-être un impact sur la performance qui est indirect, mais je suis persuadé que les outils informatiques aussi aident, bien sûr, le GFI à être complètement indépendant et efficient. Donc, selon moi, ça réduit plutôt les coûts, mais a aussi amélioré un petit peu l'impact qu'il a, le service qu'il apporte. Et donc, de plus en plus, on vient avec des outils qui permettent justement d'avoir une interaction qui va dans les deux sens entre la banque et le FIM, à travers des connexions, ce qu'on appelle fixes, et qui permettent de communiquer à travers un système PMS dans les deux sens avec la banque dépositaire. Merci Alessandro. Pierre, peut-être tu aimerais rajouter quelque chose sur cette partie de performance et peut-être le rôle du banquier par rapport à son partenaire GFI? Oui, effectivement. Donc, je pense que quand on discute de performance, c'est en premier lieu, c'est la responsabilité du GFI vis-à-vis du client final. Et puis après, on s'inscrit aussi, on passe de banque dépositaire à une banque partenaire. Et c'est quand on fait ce pas-là où on va aller partager plus d'informations avec nos GFI partenaires, où on va aller chercher cette interaction beaucoup plus fine avec nos experts, que ce soit des capital markets, que ce soit de l'asset management, que ce soit nos advisors. Donc c'est dans la construction et dans l'échange qu'on va avoir entre les GFI et nos experts qu'on va pouvoir apporter ces bonnes idées à mettre en place ou pas. Mais c'est à ce moment-là où l'idée naît, où le partage se fait entre professionnels, où on va pouvoir apporter une valeur ajoutée. Par rapport à la digitalisation, et c'est vrai que c'est lié aussi un peu à la performance, parce que ce n'est pas une performance de marché. Le GFI a un temps qui est aussi réduit, hein, donc qui souhaite se concentrer sur la gestion, mais c'est dans ce moment-là où on va pouvoir aussi partager cette connectivité qui est importante, hein, entre les GFI et les banques. Et pour nous, ça c'est un point, on a parlé énormément ce matin de blockchain. Je pense qu'en tant que banque dépositaire, quand on réfléchit l'impact que peut avoir la technologie de blockchain dans le métier de dépôt de titres, elle est simplement très importante. Donc quand on se dit quels sont les impacts qu'ils peuvent avoir dans le monde des intermédiaires, je pense qu'on doit vraiment se préparer en tant que banque partenaire. Merci Pierre. Peut-être une dernière question afin de respecter notre agenda. On a tous, je pense, bien apprécié et on voit bien les différentes contributions que chacun de vous apportait, la complémentarité de vos offres. Maintenant, à l'aune de 2023, moi, ce qui m'intéresserait, c'est d'avoir un peu votre vision du métier de gérant de fortune, une fois que la réglementation sera en place. Est-ce que par rapport à ce que vous vivez aujourd'hui, par rapport à votre relation avec vos tiers gérants, est-ce que vous pensez que vous allez vivre exactement la même chose? Quel est peut-être le panorama que vous avez à l'esprit futur? Et puis, est-ce que vous pensez que votre contribution ou vos contributions seront différentes en 2023 que ce qu'elles sont aujourd'hui? Alors, je commencerai peut-être comme ça, d'abord par Cédric, et puis après, je viens jusqu'à Christophe. Est-ce qu'on a encore le temps toute l'après-midi pour délibérer là-dessus? Ça va être compliqué. Non, non, mais juste peut-être en quelques phrases, quelle est votre vision du marché des gérants en 2023 et est-ce que vous voyez des gros changements par rapport à ce que vous faites aujourd'hui? Des changements majeurs, j'en vois pas. On va déjà, je pense, pour les GFI, c'est déjà d'aller jusqu'en 2023 et d'avoir cette phase d'enregistrement, en espérant qu'un maximum de personnes puissent y soient à ce moment-là. Autrement, le métier de base, non, le métier de base, je veux dire, ça reste nos clients. Après, c'est vrai qu'en tant que partenaire, c'est simplement de vous apporter une offre qui soit ciblée
Et donc, comme je l'ai déjà mentionné, il y a plusieurs banques dépositaires sur la place, ou partenaires sur la place. Chacune d'elles a certaines spécificités. Donc je pense qu'avec toutes les contributions des uns et des autres, on peut réussir à faire des belles choses. Pour moi, l'environnement des tiers gérants, malgré toute la digitalisation, la technologie, tout ce qu'on va pouvoir mettre en place, les normes, les directives, va continuer de grandir grâce à l'aide aussi des banques partenaires. Ok, merci Cédric. Pierre? Pour répondre à la question, on vit un moment dans lequel il y a ce changement réglementaire qui a 16 mois. À ce moment-là se pose la question des business models. C'est des choix qui sont stratégiques, qui sont de plus long terme. Donc la réflexion, c'est à ce moment-là qu'elle se pose. Où je vais situer, qu'est-ce que je vais garder dans mon organisation, qu'est-ce que je vais sous-traiter, qu'est-ce que je vais digitaliser ou pas, mes process internes ou externes. Donc c'est des réflexions qui doivent être posées maintenant et quand on les extrapole, si on doit le voir au niveau de la place, c'est difficile. Mais en tout cas, pour moi, il y a une certitude, c'est certainement la digitalisation, c'est une seule voie, il n'y a pas de retour. Les clients nous le demandent. C'est quelque chose qu'inexorablement, on va devoir le mettre en place et y arriver. Ce n'est pas simplement un raisonnement de coût, c'est un raisonnement de service. Et je pense qu'une fois qu'on a compris ça, on va pouvoir le décliner dans l'ensemble des services qu'on souhaite offrir à nos GFI. Merci Pierre. Alessandro, quelle est ta vision? Quel panorama post-2023? Bon, c'est une vision, c'est toujours compliqué à donner, mais très rapidement, une vision assez simple du marché qui devrait peut-être enfin avoir cette consolidation, on en a discuté ce matin. Donc certainement des structures plus grandes, mieux organisées, avec une governance qui est claire, avec un suivi malheureusement de la part des OS et de la FINMA, oui. Mais finalement avec peut-être plus de confiance encore de la part des clients dans la profession. Je vous rappelle que les clients recherchent énormément le conseil indépendant. Et ça, c'est quelque chose qui va rester dans le futur. Donc avec des prévisions et une vision très positive concernant les GFI de demain. Merci beaucoup Alessandro. Christophe? Quand je regarde la clientèle qui est suivie par mes équipes, ce que j'observe et qui me frappe, c'est qu'il n'y a pas deux tiers gérants, GFI, MFO, peu importe comment on les appelle, qui se ressemblent. Ah, ça c'est sûr. C'est un secteur qui est protéiforme et c'est bien. Moi, je trouve que ce qu'ont peut-être loupé les banques dans le passé, c'est cette capacité justement à aller vers des économies d'échelle et aller vers un upscaling, mais qui ont peut-être perdu, et quand je dis peut-être c'est un pléonasme, vous l'aurez compris, la capacité aussi à se différencier énormément. Je pense que le côté protéiforme, c'est une richesse, il faut le défendre. Donc ça, c'est une certitude. Après, quand on regarde les grands cycles économiques, malheureusement, l'uniformisation, elle fait toujours partie des cycles. Donc d'ici quelques années, on aura probablement des pressions qui vont aller dans ce sens-là. Moi, mon message, c'est de surtout pas devenir des banques. Ça, c'est important. Je pense que vous n'avez pas envie, mais il ne faudrait pas que ça soit subi et que vous en arriviez à ce stade-là. Parce que la complémentarité, elle existe et il faut la laisser perdurer. C'est plus d'aller dans une uniformisation choisie, avec un modèle qui émerge parce qu'il est performant, parce qu'il est bon, parce que les clients ont montré que c'était le modèle qui était performant pour eux. Et moi, personnellement, je ne suis pas forcément certain qu'il y aura forcément que des gros, les petits vont disparaître. Nous, on a des petits qui sont très contents de l'être et qui veulent surtout le rester. D'accord avec ça. C'est plus une question, effectivement, de modèle d'affaires. Enfin, il y a beaucoup de tiers gérants de family office qui sont des structures entrepreneuriales, grosses ou petites. En fait, comme tous les entrepreneurs, elles ont un sujet de stratégie qui leur est posé. Là, il vient par la réglementation, mais ça pourrait venir par un autre disrupteur. Et je pense que ça fera partie de leur BAU. Donc, restez différents. Ne soyez pas tous les mêmes et continuez à travailler avec nous. Merci Christophe. Est-ce qu'on a du temps pour quelques questions ou pas? Non, c'est parfait comme timing. C'est parfait comme timing. Merci beaucoup Elsa. Merci à tous. Je voulais remercier tout le monde. C'était vraiment très sympa. C'était une très belle discussion. Et je vous dis peut-être à l'année prochaine. À bientôt. Merci à tous. Merci beaucoup.